Bonsoir. Celle-ci est une version raccourcie d'une vidéo que j'ai faite en espagnol et en anglais à propos du Venezuela, pour voir le Venezuela dans un contexte plus ample, dans un contexte global. Et c'est important pour comprendre ce qui est en jeu, qui sont les vrais joueurs au Venezuela, quels intérêts se sont développés pendant les dernières 10-20 années. Et on va voir quelle est la possibilité réelle pour que le régime de Nicolás Maduro tombe. C'est une dictature, tout le monde le sait, et il y a des efforts au niveau régional, multilatéral, des institutions multilatérales pour isoler le régime de Nicolás Maduro. Mais voyons qui sont les grands joueurs. Pour parler du Venezuela, il faut parler de ses ressources naturelles, nécessairement. C'est un des pays les plus riches au monde, un pays très très riche. Le Venezuela a les réserves pétrolières les plus grandes de la planète, on le sait déjà. Mais le Venezuela a aussi de l'or, le Venezuela a des diamants, 6e au monde, le Venezuela a du coltan, le Venezuela a du fer, le Venezuela a de la faune, de la flore, c'est un pays très 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 riche. Ceci est important dans la mesure où d'autres pays veulent ces richesses, mais aussi important parce que le régime peut accéder à ces ressources pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est très important. Et on verra au fur et à mesure que cette présentation passe comment les ressources naturelles jouent un rôle très, très significatif. Mais l'autre importance du Venezuela est sa situation géopolitique. En fait, beaucoup de pays comme la Chine, la Russie, la Turquie et d'autres pays qui ont une certaine inimitié avec les États-Unis, veulent se positionner au sud des États-Unis depuis des décennies et se rapprocher de sa frontière sud. Donc, pour les États-Unis, c'est un enjeu géopolitique, bien sûr, mais pour d'autres pays, comme pour Cuba, pour les pays, tous ces pays qui ont joint ce qu'on appelle le socialisme du XXIe siècle. Donc, le Venezuela est important dans ces deux sens. Et ces deux sens, comme vous verrez, font que la situation soit très complexe, presque, je dirais, comme en Syrie, où il y a des intérêts divers qui convergent et qui rendent la situation très très difficile. Et pourquoi le Venezuela est si important pour les États-Unis? Au-delà de ses ressources, ce qu'il y a ici, c'est une question géopolitique très importante. Pendant les dernières 15 années, les États-Unis ont perdu beaucoup de pouvoir en Amérique latine. L'émergence du chavisme, du socialisme du XXIe siècle, plusieurs pays sont entrés dans une dynamique anti-américaine et donc, en conséquence, les États-Unis perdent de l'influence politique et économique. D'autres joueurs sont entrés, comme la Russie et la Chine, comme on le verra dans un moment. Et il y a donc une nécessité de récupérer le terrain perdu, surtout pendant le gouvernement de Barack Obama. Les rapprochements à Cuba du gouvernement d'Obama n'a pas été très bienvenu du fait que Cuba était précisément et continue à être l'acteur principal dans ce qu'on appelle aujourd'hui les narco-socialismes. Et c'est les liens qui se sont créés entre la gauche en Amérique latine et les crimes transnationaux organisés et le trafic de drogue. Donc pour les États-Unis c'est important. En plus, les États-Unis, dans sa stratégie de sécurité nationale, publiée en décembre de 2017, mentionne deux menaces au-delà de ses frontières dont il faut s'occuper. La première, le djihadisme, l'islam radical, et la deuxième, les crimes transnationaux organisés. Ces deux se retrouvent au Venezuela. Donc, c'est une question surtout pour les États-Unis de sécurité nationale. La Chine est très importante dans le contexte du Venezuela et de toute l'Amérique latine. Mais à propos du Venezuela, c'est peut-être l'allié principal du régime vénézuélien, depuis l'époque de Hugo Chavez et encore aujourd'hui avec Nicolás Maduro. La Chine a investi 62 milliards de dollars, a prêté de l'argent au Venezuela dans le moment des crises et a investi surtout dans le secteur de l'énergie pour des paiements, pour créer une dette qui devait être payée en pétrole. Mais avec les prix du pétrole qui ont tombé et le fait que l'industrie pétrolière
vénézuélienne est aussi tombée en totale décadence. Cette dette est devenue très lourde. Et aujourd'hui, le pétrole qui sort du Venezuela, les peu de pétrole qui sort du Venezuela, sort surtout pour payer la dette avec la Chine et pour payer la dette avec la Russie, comme on verra dans un moment. Maintenant, la Chine a fait pratiquement ce qu'elle a fait en Afrique, en d'autres pays en Amérique latine. Elle a endetté les pays, elle a créé une relation de dépendance très grande au niveau économique. Mais la Chine a aussi accompagné les régimes dans les moments de crise. Elle a porté assistance technique et militaire dans le cas des protestes des Vénézuéliens. La Chine est très présente et profite constamment de cette situation de faiblesse d'un pays dans un chaos total comme le Venezuela. La Chine a signé récemment un contrat de coltan pour des milliards de dollars et surtout la Chine est devenue la première fournisseur d'armes pour la région depuis quelques années, remplaçant la Russie. Et le premier acheteur, c'est le Venezuela. Le Venezuela est 21e au monde en termes d'achat d'armes, mais le premier en Amérique latine. Et la Chine est surtout présente dans ce cadre-là. Donc il faut tenir en compte la Chine si on veut faire quelque chose en relation à la dictature de Nicolás Maduro au Venezuela. Et la Russie est aussi très importante. Elle a aussi, comme la Chine, profité du vide qu'a laissé les États-Unis et qui a créé en fait le narco-socialisme en Amérique latine. Ces investissements sont grands, pas aussi grands que ceux de la Chine, mais le Venezuela est endetté en presque 6 billions de dollars avec la Russie, avec des investissements très importants dans le secteur énergétique aussi, comme par exemple 49,9% de la compagnie Citgo, la compagnie vénézuélienne de pétrole, qui appartient maintenant à Rosneft, le géant énergétique russe. Mais au-delà de ça, la Russie a investi à des investissements en or, des investissements en diamants, d'autres ressources dans la région et surtout des grands investissements dans le militaire. Depuis l'époque de Hugo Chavez, des milliards de dollars ont été investis, prêtés, donnés au Venezuela pour son appareil militaire. Et donc, tout ce qui a à voir avec la défense militaire du Venezuela aujourd'hui a à voir surtout avec la Russie. Récemment, 2 avions avec capacité nucléaire sont atterris à Caracas et il y a eu des exercices conjoints entre les 2 forces militaires envoyant un message aux États-Unis dans le sens qu'une intervention militaire au Venezuela ne serait pas bienvenue. Donc la Russie est importante et je crois qu'au moment où il y a un peu plus de pression mise sur le régime du Venezuela, on verra la Russie réagir. Et il y a aussi l'Iran. L'Iran est très présent en Amérique latine. Dans mon premier livre en espagnol, Le Plan Maestro, je dénonçais la présence du gouvernement de l'Iran dans plusieurs pays de la région. Et l'Iran est présent ici depuis la fin du dernier siècle, mais surtout à partir de 2005, quand le gouvernement de Hugo Chavez, a ouvert les portes pour son entrée dans plusieurs pays de la région. En Argentine, on a vu la mort d'Alberto Nisman à cause des relations entre le gouvernement de l'ex-président Kirchner et le gouvernement de l'Iran. Et là, on voit aussi Hezbollah. Hezbollah a aussi une pénétration très importante dans la région. Elle a fait des business dans le cadre de l'exportation des drogues avec les FARC, avec d'autres cartels de drogue. Et le Hezbollah est très présent au Venezuela, très présent au Venezuela, surtout dans la frontière nord. D'autres îles comme Isla Margarita, Trinidad Tobago, qui sont juste au nord du Venezuela, ont aussi la présence de l'extrémisme radical qui est en train de croître de plus en plus en Amérique latine. Le ministre de Défense de l'Iran était à l'inauguration de Nicolás Maduro récemment et l'Iran a été toujours prêt à secourir politique, économique et militairement au gouvernement, le régime de Nicolás Maduro Moros au Venezuela.
Et depuis peu d'années, on a aussi la Turquie. La Turquie s'est rapprochée du gouvernement de Nicolás Maduro, surtout dans les dernières années. Politiquement, la Turquie, Erdogan appelle la relation avec le Venezuela une relation historique et se plaint des sanctions qui ont été mises par les États-Unis sur le Venezuela. La Turquie ayant été aussi sous un régime de sanctions plusieurs fois. Mais l'important ici, c'est l'or. Oui. On parle de 1 milliard, de 900 millions, 1 milliard de dollars en or qui est déjà sorti du Venezuela vers la Turquie, supposément pour être gardé par les Turcs et raffiné. On dit qu'il doit retourner au Venezuela, on n'a eu aucun or retourné jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, la Turquie est donc mêlée dans les affaires économiques vénézuéliennes d'une manière très particulière. En plus parce que les mines d'or se trouvent dans des endroits où il y a toutes sortes de bandes et de groupes du crime organisé. Et donc il y a la sclavitude humaine, il y a des problèmes de droits humains inimaginables. Et la Turquie va bien sûr défendre aussi ses investissements. Et on sait qu'au moment où il y a plus de pression mise sur le gouvernement de Venezuela, la Turquie sera peut-être la première à sortir en défense du régime de Nicolás Maduro. On ne peut pas parler du Venezuela sans parler de Cuba. C'est un peu incommode en fait. Ça dérange un peu le fait que le monde entier sait que la situation du Venezuela se doit surtout à l'intervention cubaine, l'influence du gouvernement cubain. En fait, de facto, c'est Cuba qui gouverne sur le Venezuela depuis plusieurs années déjà. Et les gens le savent, les institutions et le gouvernement le savent. Mais ce qui dérange, c'est le fait que, par exemple, l'Union européenne appuie inconditionnellement la dictature, parce que c'est aussi une dictature, celle de Cuba, la vieille dictature cubaine, inconditionnellement. L'appelle la représentante des affaires étrangères, Madame Mogherini, l'appelle la démocratie de parti unique, un concept assez difficile à avaler. Mais en tout cas, ce double standard où on appuie la dictature cubaine, qui est de facto celle qui gouverne au Venezuela, et on dit défendre le peuple du Venezuela, et c'est monter dans des plateformes pour défendre l'humanité et les droits humains des peuples vénézuéliens, pendant qu'on appuie la dictature qui a soumis ce peuple à la pauvreté, à la souffrance par laquelle il passe aujourd'hui, est absurde. Cette double position est absurde, et pas seulement l'Union européenne, c'est aussi plusieurs gouvernements de la région. La Colombie, l'Équateur, plusieurs gouvernements votent pour le gouvernement cubain dans d'autres cadres et soutiennent le gouvernement cubain pendant qu'ils disent défendre le peuple du Venezuela et combattre les régimes vénézuéliens. Cela ne peut pas être. Récemment, il y a 2 jours, il y a eu un attentat du groupe ELN ici à Bogota, en Colombie. Et maintenant, il y a des problèmes avec Cuba aussi, bien sûr, parce que Cuba est derrière. Et tout cette, qu'on le veuille ou pas, cela peut, il y a des preuves très concrètes, et derrière tout cette alliance régionale entre les forces de ce qu'on appelle la gauche, qui n'est pas vraiment une gauche, mais c'est simplement les forces du crime transnational organisé, déguisé de gauche en Amérique latine. Cuba est très important, et il faut qu'elle soit partie de toutes les initiatives de type multilatéral ou autre pour que le régime tombe. Et qui d'autre peut avoir un intérêt sur le Venezuela si ce n'est pas le trafic de drogue et le crime transnational organisé? Le Venezuela est un narco-État. Le régime est soutenu par la drogue depuis des années. Et le Venezuela est devenu la plateforme pour l'exportation de drogue vers l'Afrique et après vers l'Europe. Et cette drogue finance le djihadisme au nord de l'Afrique. C'est un phénomène complexe. Le Venezuela a des alliances avec des cartels comme les FARC, les ELN, et c'est devenu basiquement une espèce de soupe de crimes organisés où même les Hezbollah et des groupes extrémistes islamiques se sont mis à exporter de la drogue. La drogue est très importante, mais ce qui est très important dans ce contexte, c'est le rôle de la Colombie. La Colombie a un rôle très spécifique à jouer, parce que la drogue qui sort du Venezuela est produite en Colombie.
Et la Colombie a battu les records mondiaux de production de cocaïne il y a 1 an ou 2 ans. Et le maintient ce record. 220 000 hectares de cocaïne en Colombie. Le président de la Colombie, Ivan Duque, a donc une responsabilité très concrète qu'on peut mesurer en hectares, en tonnes exportées, etc., dans le sens de réduire la quantité de cocaïne qui sort de la Colombie vers le Venezuela et qui finalement termine par soutenir le régime dictatorial de Nicolás Maduro Moros. Et pour conclure, on voit comment le Venezuela ne dépend pas seulement de son propre peuple, ni des pays de la région, mais d'autres forces globales, et de l'influence d'autres pays comme la Chine et la Russie, et d'autres phénomènes comme le phénomène de la drogue et du crime transnational organisé. Pour les États-Unis, c'est sans doute une priorité, et la pression sûrement continuera de leur part avec des sanctions et d'autres. Pour l'Amérique latine, à mon avis, s'il n'y a pas cette définition claire de qui sont les amis, qui sont les ennemis du Venezuela, les efforts seront en vain. Et surtout, et je répète, l'affaire de Cuba. Et un autre point très important est la drogue. Le fait que la Colombie produit tellement de drogue a une incidence directe sur le Venezuela. Donc ces deux facteurs en termes de la réponse que la région elle-même peut donner, c'est définir bien sa position avec Cuba et définir bien la position de la Colombie par rapport à la drogue et à la croissance énorme de la cocaïne dans toute la région. Je vous remercie, j'espère que ça a été informatif. Et je vous invite à joindre mon YouTube channel que j'ai créé récemment. Bonsoir.